chouette, poisson, cochon noir, corail dans l'eau qui bat en bas. Voir le monde comme le voit en même temps la taupe qui voit si peu, l'araignée d'eau, l'aigle. Ressentir le monde comme le ressentent l'acarien du tapis, le crabe ou la baleine. Comme la mouette en plein froid, posée sur la couronne de statues de rois qui s'y réchauffent en déféquant. Il faut pour bien comprendre le monde, l'aimer, le voir, le ressentir ainsi, de plusieurs yeux superposés, de plusieurs sens animaux mêlés. L'œil humain serait alors par surcroît penser la pensée de l'animal. L'homme n'est pas plus le roi de l'univers que le lion n'est le roi des animaux. Il doit penser aussi qu'il continue son évolution comme l'être animal est en devenir. Il faut se voir comme nous voient les animaux. Ce qui paraît le plus universel, le plus indubitable à mon œil humain, est aussitôt mis en compétition par les autres regards, ceux des animaux, à leur taille, à leur profondeur, à leur hauteur, à leur vitesse. Tant que le grillon du métro, qui chante, lui aussi, ne m'aura pas fait comprendre que la plus belle des musiques humaines est la plus belle des musiques, je ne pourrais pas le croire. Au début du mois de mars 1977, un ami, David, peintre, photographe, vient chez moi. Nous faisons depuis quelques semaines le projet de partir ensemble vers le mont Athos, la Turquie, l'Asie, en stop. J'ai alors trop voyagé dans mon propre véhicule pour ne pas désirer le refaire dans ceux des autres. Mais l'œuvre est là, sous mes doigts, des voix qu'il faut que je libère de mes entrailles, et je veux sursoir au départ. Devant mon ami, alors, l'alternative, le débat ancien en moi, entre œuvre et vie, explose. Depuis, ce dilemme n'a plus de force. Plus j'interviens physiquement dans la langue, plus j'ai la sensation de vivre. Transformer une langue en verbe est un acte volontaire, physique. Alors un débat entre littérature et vie, oui, peut-être. Mais pas entre ce que moi j'écris et la vie. Parce que c'est la vie, ce que je fais. Mais là, rien de pire pour un être doté de quelque volonté que le retour sur une décision mûrie. Ici, ce voyage à deux vers les confins de la Chine. Tout l'ordre interne en est bouleversé. Le lendemain après-midi, je place sur ma gorge, à mes cris déjà, mon aorte y saille, la lame du petit couteau en forme de poisson que m'a donné mon ami Agnès. Un ami algérien de passage m'empoigne le bras.
Le soir même, mon frère vient d'Orléans, où il vit et travaille, pour m'y ramener. Installé dans un angle du living, je reprends mon travail sur un cahier jaune dont je remplis les pages par des renvois, des blocs d'écriture comme enchâssés sur le feuillet. J'avance dans le son de la vie que je viens de quitter, celle des nuits, des arrière-salles, des couloirs à putain. Ce que je ne vis naguère que sur quelques heures, quelques journées, au désert, dans le ménage. La dépression s'installe en moi, coupe tous mes gestes de mon centre. Seul le travail, la langue, la composition des figures, des lieux, l'accentuation de chaque voix selon ce qu'elle fait, cela seul me maintient à proximité d'un monde qui pour moi, là, n'existe plus que pour les 5 sens des autres. Le soir, ou chez des amis de mon frère, de l'autre côté du living, tous dînent sans moi qui ne peut plus manger. Le son des fourchettes, des couteaux et des assiettes augmente l'angoisse qui me tient étendue et raidit tous mes membres. Descendu dans le sud, j'installe mon véhicule, un camping-car dans lequel je vis et travaille, près d'amis chers, sur un plateau aux ombres courtes, et je m'y remets aussitôt au travail, déplaçant sièges et tables d'un creux d'ombre à l'autre. Ce voyage que j'ai annulé au printemps, je vais le faire cet été, puis d'autres, en plus grand, en direct, à la machine. Débarrassé de la dépression, je peux enfin regarder le monde en oubliant mon moi. Je pense alors que travailler dehors, c'est éviter la dépression, le retour de la dépression. Je travaille sous le soleil qui ne bouge pas, et sur cette terre qui bascule, qui roule. Je le sens. Je veux alors donner dans la langue de ce qui devient un livre la sensation de cette rotation. Je la vis, je la vois en rêve aussi. La courbure de la terre. Je suis placé de telle façon et dans des lieux tels que je vois la courbure de la terre, aussi bien dans des lieux imaginaires, une espèce d'hyperborée d'au-dessus de la Scandinavie, infinie, bleue, scintillante, les archipels sans fin, la planète sans fin, le monde sans fin. Dans ces songes alors, je vois donc la courbure de la terre au bout d'un champ cultivé. Les sillons du semeur épousent la courbure, non plus de la colline, mais de la terre. Le jour où, enfant, on m'explique la gravitation universelle, la Terre qui tourne autour du Soleil. Je comprends, plus vite que je ne comprends alors l'heure au cadran de la montre,
horloge, que d'autres humains, animaux, veillent pendant que je dors de l'autre côté de la terre, c'est-à-dire qu'une humanité veille sur celle qui dort et celle qui dort rêve de celle qui ne dort pas. Activité dans le Rhône. Dans le golfe de Manfredonia, dans le fond du sanctuaire de Saint-Michel-Archange, au milieu d'un village blanc, sous le château normand des Géants, au-dessus de la mer, dans le soir du jeudi saint, nous montons vers un gros village qui célèbre dans la nuit, vers le vendredi, la crucifixion. 3 croix hautes, sur celle du centre, la plus haute, un corps de jeune homme maigre et noueux, vagabond de passage, malade mental ou prisonnier libéré. Il se tient debout, palmes aux cuisses et les bras aux bras de la croix. De part et d'autre, 2 jeunes, plus charnus, vie de plaisir, des larmes. Ils se maintiennent dans une position semblable. Un haut-parleur placé sur une fenêtre haute de la cure où l'on voit la tête et les mains agitées du prêtre, la chevauchée des Valkyries. De la charcuterie d'en face sortent les centurions cuirassés conjupés, de la boulangerie et de la mercerie, déjà voilés et inclinés, les saintes femmes. Les enfants sont assis au bord des tréteaux. Le clair de lune suffirait à éclairer cette représentation du drame. Récit mais ferme, des grandes sur les pieds. Mouvement des voix d'adultes dans les voix d'enfants et des voix d'enfants dans les voix d'adultes. Apparition et abondance des plats familiaux. Tendresse aussi des explications de mon frère sur mon état. Le lendemain soir, avant le dîner, la nuit, mon ami vient au véhicule. Nous marchons un peu sous les pins. Le pin est l'arbre du sexe de l'Antiquité. Il attire vers son tronc la profusion de la vie, et son ombrage brûle et consume. C'est l'arbre du bonheur inaccessible. Comment être à la fois il y a 2000 ans, maintenant et dans 2000 ans. L'angoisse me fait trembler tout entier. Mon ami me prend contre lui. Ces mots sont ceux que tout mon corps attend. Je suis un monde. Fin de l'été, début d'automne, j'écris plus de 100 pages d'un nouveau début d'histoire de Samora Machel. Je reçois une lettre du metteur en scène Antoine Vitesse me demandant l'autorisation de monter tombeau pour 500 000 soldats dans son théâtre national de Chaillot. Je la lui envoie sous enveloppe sur une carte où l'écriture déborde sur le cliché. Dernier bonjour chaud à Cap-Couronne. Une fille qui tient un bar forain avec tir à la carabine et fabrique de pommes confites se repose entre les commandes sur une pierre chaude à gauche de sa baraque. Ses jambes nues sur le bord du chemin qui monte de la plage. De derrière le criage, du fenestron d'une cabane sur pilotis, encore éclairée, un visage frisé me sourit. Je suis déjà très peu vêtu dans le noir humide et très amaigri.
Je me roule une cigarette. J'y prends du temps. Des gars sortent. Bon rire, bon rein, bonne hâte. J'allume la cigarette. La porte grince. Le petit escalier. Il saute dans la boue. Son cache-nez très long et très épais se prend sous son soulier et son corps trébuche. Je vois d'entre les pans écartés de sa veste ses fesses que partage la lumière de la lune. Je pousse la porte du chantier. Vais pour l'aider à se relever. La clé du chantier est dans sa poche avant. De ses doigts ensanglantés au nez qui a buté sur le sol. Il ne peut la prendre. C'est moi qui la prends, dans sa poche. Ses petits effets tassés contre son membre déjà dressé. Et c'est moi qui monte fermer la Chico. En moi et sur mes lèvres, avant ce soir, tu seras avec moi, dans mon lit ou dans le tien. Beauté, toujours dans les églises du Bon Larron. Sur le carreau disjoint. Il veut reprendre ses souliers, souillés, à l'autre bout. Alors je m'accroupis. Je me mets à quatre pattes, les morts, et les pousse ainsi vers le matelas où il se rhabille très lentement, avec de grands bâillements, et en grattant ses belles fesses cicatrisé de tout ce à quoi peut se blesser un enfant de la montagne. Fin décembre 1980, je veux rejoindre mes sœurs et frères dans notre village natal. Malgré le grand froid, je refuse de passer la nuit à l'intérieur de la maison. Je veux vivre dans mon véhicule, chargé des cadeaux que je fais. Au lieu de placer le véhicule près de la maison dernière de notre père, sur la rivière, et en retrait du centre où vit sa seconde épouse, et chez laquelle tous sont réunis, je stationne au centre du village, devant l'ancien bâtiment où nous sommes tous nés et où notre mère est morte le 25 août 1958. Je me maintiens debout. Je ramasse mes forces pour marcher, prendre métro et train vers les pharmacies, chaque fois nouvelles. Pour celles qui m'ont déjà fourni, je me place, je m'efface dans les plus grosses files d'attente et je fais ma demande comme subrepticement, avec une désinvolture, je crois, illusionnante. Dans celle de la galerie des Champs-Élysées, ouverte de nuit, j'attends des groupes d'étrangers pour m'y confondre. Et je fais ma commande dans leur accent. Et mon bégaiement, très fort, alors, me contraint à des contorsions dont au moins je pense, pour me consoler, qu'elles me vaudront la raillerie, l'indulgence et la distraction des vendeurs. Dans les banlieues que je traverse en train, à pied, je crains l'autobus qui oblige à trop d'intimité. Le jour, la porte reste ouverte, comme naguère, mais aucun mot n'indique plus que j'y travaille. Les répétitions, puis l'approche du spectacle d'Antoine Vitesse amène beaucoup de visiteurs dans ce petit local. Les journalistes qui m'y interrogent me décrivent dans un état qu'ils croient ordinaire. Mais la nuit,
la nuit où je reste seul, la terreur me reprend, et la révolte aussi. J'ai si peur de l'endormissement que cette peur me réveille à chaque fois et me tient éveillé. Qui voit le lendemain que j'ai pleuré?